bonjour. Je fais une petite vidéo pour vous dire à peu près qui je suis. Je vous ai déjà dit ce que je faisais sur internet, mais je vous ai pas dit qui je suis. Alors je me présente, Stéphane Mio, j'habite au Pays Basque, à 12 km de la frontière espagnole, une des plus belles régions de France, assez protégée de tout ce qu'on voit partout, quoi, dans les médias, un niveau voilà, banditisme, niveau racaille, niveau emmerdement. Ici, on est quand même un petit peu protégé de tout ça. Donc je pense que tout ce qui est gros mouvement merdique et tout ça, ça viendra un peu plus tard après, quoi. On parle des campagnes qui seront pris après, mais je pense qu'au Pays Basque, on est quand même un peu protégé, vu que d'un côté on a la mer, de l'autre côté on a l'Espagne, on a la frontière, on a les montagnes, on est un petit peu dans un coin un petit peu isolé, quoi. Bon, ce qui est pas plus mal non plus, parce que ben voilà, moi je suis venu, ben, je suis né à Bordeaux, je suis arrivé dans le Pays Basque, j'avais 7 ans, 8 ans par là. Donc j'ai presque 50 ans, ça fait 42 ans quoi, en gros que je suis là. Et dans ma vie, je suis remonté quelque temps sur Bordeaux pour travailler, puisque ici c'est très calme pour tout, même pour le travail. À l'époque, j'étais pas peintre, hein, j'étais tourneur-fraiseur, j'ai un CAP de tourneur-fraiseur. Et ici, la métallurgie, les grosses usines, tout ça, on n'en a pas beaucoup. Il y a Turboméca à Tarnos, là-bas, et encore c'est les Landes. Mais en 64, du côté de là où j'habite, il n'y a pas de grosse usine, quoi. Les seules usines qu'on a, c'est alimentaire, un petit peu pharmaceutique. Pharmaceutique, c'est même pas pharmaceutique, ils font des poches pour les plasmas. Donc après il y a des usines de gâteaux, mais il n'y a pas de grosses usines ici. On est protégé de tout ça. Du coup, j'étais obligé à 21 ans de monter sur Bordeaux. Je suis resté 8 ans. Et c'est là où j'ai appris à faire la peinture, quoi, à faire le peintre. J'ai travaillé dans une entreprise d'insertion pendant 2 ans. Au bout d'un an, j'étais responsable de chantier déjà. Donc apparemment, j'étais doué pour le métier de peintre. C'était ce qu'on me disait, au bout d'un an, il y en a rarement qui étaient responsables et on m'avait dit que j'avais du goût, que j'étais assez doué. Donc voilà, quand je vous dis le métier de peintre, c'est pas le métier de peintre de maintenant, hein. Je vous parle du métier de peintre d'avant. C'est-à-dire le peintre avant, il faisait la vitrerie, il faisait le sol, il faisait tout. Euh, Maintenant, même les faux plafonds, les plafonds suspendus, tout ça, on faisait ça à l'époque, hein. Maintenant, c'est chaque métier, il y a le vitrier pour les verres, il y a le solier pour les sols, il y a les monteurs de faux plafonds, c'est un métier aussi. Voilà, moi j'ai appris à faire tout. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai habité, je vous dis, 8 ou 9 ans, 8 ans, plus de 8 ans sur Bordeaux. Mais voilà, Bordeaux, c'est une très 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 belle ville. Par contre, les Bordelais ne sont pas très très accueillants. Après, je ne sais pas si c'est que les Bordelais, parce que je me rends compte que partout, on retrouve du régionalisme, et du régionalisme, je ne vais pas dire communautarisme, hein, mais de plus en plus, je vois que quand vous habitez un endroit, si vous n'êtes pas né à cet endroit, on vous le fait beaucoup remarquer. Alors au Pays Basque, ça on le fait remarquer. À Bordeaux, je l'ai bien ressenti aussi, alors que je suis né à Bordeaux, hein. Mais comme j'ai pas grandi là-bas, je me sentais pas du tout bordelais. Je me sens plus basque.
Même plus basque, non, pas, je suis pas basque, hein, je parle pas basque, donc ici, quand on parle pas basque, on ne peut pas se considérer comme basque. Bien que je connais quelques mots, mais ça ne suffit pas. Ici, pour être considéré basque, il faut parler basque, apprendre, hein, ce qui est bien, bien difficile. Et puis quand j'étais jeune, moi c'était interdit, hein, on n'avait pas le droit de parler basque, c'était voilà, les Ikastola, les écoles basques là, sont arrivées, je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années, 10, 12 ans, 13 ans, je sais plus. Et à l'époque, elles comment dire, elles, elles n'étaient pas, comment dire, mince, elles n'étaient pas subventionnées. Du coup, elles faisaient elles-mêmes leurs subventions. Et c'est pour ça que ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils font une fête au lac de Saint-Pé, là, à côté de chez moi. Tous les ans, ils font cette fête aux alentours du 8 mai, par là, la première, deuxième semaine de mai. Ils font une fête pour collecter de l'argent et pour voilà, se démerder à faire leurs écoles, à faire acheter des livres, à faire des locaux, à créer des locaux, et puis payer les profs et tout ça, quoi. Et cette fête s'appelle Iri Urach. C'est un dimanche, ça dure un dimanche, autour du lac, ils installent plein de concerts, plein de buvettes, plein d'animations, il y a un peu de théâtre de rue. Après, il faut un minimum de parler basque dedans, quoi. Dans le spectacle, il faut qu'il y ait un minimum de parler basque. Voilà. Alors ensuite, après les 8 ans de Bordeaux, bah, en 8 ans à Bordeaux, oui, j'ai connu, ça faisait quoi, 2 ans que j'étais à Bordeaux, j'ai connu la maman de ma fille aînée. Il y a un an et demi, 2 ans à peu près, en 92, je crois que je l'ai connue. Ça s'est très très bien passé au début, on était fusionnels, on va dire, on était très amoureux tous les deux. Et puis, ben, voilà, comme un peu partout, on a fini par avoir du mal à se supporter. C'est arrivé surtout après la naissance de ma fille aînée, hein. Après la naissance de ma fille aînée, moi j'étais un papa de suite, j'ai été papa poule, quoi. C'est vrai que j'ai un peu délaissé la maman, mais bon, elle avait un caractère, et puis un caractère. Je ne vais pas dire qu'elle avait un gros caractère, hein. Non, non, elle faisait les coups dans le dos, donc c'était pas un gros caractère. Mais il faut dire qu'elle faisait tout pour que ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que moi je travaillais tous les jours, j'allais au boulot tous les jours. Et le midi, quand je rentrais, ben, elle était encore au lit. La petite, ben, je lui donnais à manger avant de partir au boulot. J'arrivais le midi, je voyais la petite encore au lit. Bon, tout ça, ça m'a fait craquer, quoi. Ça m'a fait craquer. Et puis, ben, du coup, on s'est séparés. Et là, j'ai envie de faire cette vidéo parce que voilà, j'ai vu Karim de la chaîne, je sais plus le nom. Je sais qu'il y a Kiwi dedans. Attendez, j'attrape le. Créateur d'activité Kiwi, voilà, qui nous a un peu raconté son, un peu ouais, son parcours, quoi, sa vie sentimentale et professionnelle. Et du coup, comme j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à ma vie. Je me suis dit que ben, ça serait bien que je le fasse aussi, pour dire voilà pourquoi je ne suis plus avec, pourquoi j'en suis là, quoi. Voilà. Alors comme je vous disais, la maman de ma fille est née. Ma fille aînée s'appelle Camille. Elle a sur ses 24 ans là. Et ben, disons que voilà, c'est une fille qui est, ben, pas ma fille, hein, sa maman, c'était une fille qui ne faisait rien chez elle, chez ses parents, elle faisait rien. Elle faisait pas à manger, elle faisait pas son lit, elle faisait pas sa chambre, c'est sa mère qui faisait tout. Et
quand elle s'est retrouvée en ménage avec moi, ben, c'est vrai qu'elle ne savait pas faire grand-chose, notamment la bouffe, le ménage, elle faisait un peu, mais on voyait que c'était vraiment à contre-cœur. Non, il aurait fallu que sa maman, vienne habiter avec nous pour faire tout. Mais bon, moi, je ne m'entendais pas avec les beaux-parents, du tout. Le beau-père, c'était un militaire, la mère, c'était un major. Elle n'était pas dans l'armée, mais c'était comme si elle était un major. D'ailleurs, lui, il marchait au pas à la maison. Lui, il était major dans l'armée. Et lui, il marchait au pas à la maison. Et moi, antimilitariste, l'armée, je l'ai fait, moi. J'ai fait 12 mois. Je sais ce que c'est. Je peux en parler parce que j'entends des gens qui parlent de l'armée, mais qui ne l'ont pas fait, qui ne connaissent pas et qui disent oui, c'est bien, ça forme ci, ça forme là. Alors, je sais pas, ouais, si quand t'es gamin, t'es une tête de mule ou quelqu'un qui n'arrive pas à faire entrer les bonnes actions dans sa tête, à faire devenir bien, peut-être que l'armée lui fera du bien. Mais moi, j'étais quelqu'un de, voilà, je savais faire plein de choses. Ma mère nous a toujours occupés. J'ai été élevé par ma mère, hein. Mon père nous a délaissés très très jeunes. Ben, le jour de mes 7 ans, mes parents se sont séparés le jour de mon anniversaire. Ce qui a pas fait pour. Ce qui m'a pas aidé du tout, quoi. Pour la suite, hein. Non seulement j'ai pas eu de père, mais la cassure le jour de mon anniversaire m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Même si personne ne l'a vraiment remarqué, ou tout le monde me dit que voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Là, genre, voilà, faut pas s'attarder dessus. Mais bon, quand vous êtes gamin, qu'un truc vous marque et vous prend un côté, un coin de votre cœur, un coin de votre tête, un coin de. Quand c'est parti, c'est parti, hein. Vous grandissez avec des trous dans le cœur, avec des trous dans la tête. Et puis eh ben, ça, pour le combler, on m'a dit il faut faire une thérapie, il faut faire ci, il faut faire là. Peut-être, mais j'ai pas d'argent pour faire de thérapie, j'ai pas de. Voilà, je suis dans la galère, hein. Même si voilà, il y en a peut-être qui pensent que je roule sur l'or parce que j'ai une jolie voiture. Ma jolie voiture, c'est une vieille voiture, elle a 18 ans. Elle est peut-être propre parce que ben, j'ai acheté une voiture qui était propre, hein, mais voilà, j'ai pas d'argent, hein. Je suis dans la galère, hein. Je vais pas dire surendetté parce que j'ai pas fait de dossier de surendettement. Comme j'attends une petite rentrée d'argent, là, je me dis que voilà, je ne veux pas me mettre des menottes, me coincer dans le système, hein. Donc j'ai pas fait de dossier de surendettement. Je me suis mis à mon compte pour essayer, voilà, de gagner un peu plus d'argent que chez un patron, parce que chez un patron, ben, il ne vous donne que des miettes, hein. Lui, il a la belle vie, et puis vous avez que des miettes. Je vais éternuer, alors je vais. Ouais, je couperai après. Ouais, je me suis levé ce matin avec un peu le rhume, non, ça a l'air de passer. Voilà, votre patron, il vous donne que des miettes, et puis, première leçon de morale qu'ils vous donnent, enfin, ils sont bons à donner des leçons de morale, à dire oui, que titi, mais ils sont pas dans notre vie, quoi. Ils sont pas dans notre vie, à savoir comment on a été abîmé, comment on a été abîmé ou pas. Il y a des gens qui ne sont pas été abîmés jeunes, ils ont eu des parents équilibrés, des parents qui ne se sont pas fait la guerre, même s'ils se sont séparés. Moi, ça n'a pas été le cas, hein. Faut faire attention aux enfants, quoi. Voilà. Avec la mère de ma fille aînée, voilà, le problème a été très 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 lourd. Parce que ben, elle ne savait pas comment me faire partir de chez moi, parce que j'étais chez moi comme chez elle, sauf que l'appartement était à son nom, comme c'est ses parents qui s'étaient portés garant, ils avaient mis le nom à son nom à elle sur le papier. Du coup, quand elle a eu un jour décidé ben, que je devais partir, ben, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je parte. Parce qu'on m'a envoyé les flics, on m'a envoyé les. Voilà, c'était un moment très 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 dur dans ma vie. Et bon, on en avait discuté un petit peu avec la maman de Camille. Et on avait dit qu'on se séparait à l'amiable. Sauf que le jour où j'étais convoqué au tribunal pour, qu'on fasse voilà, les droits de visite et tout ça, ben, j'ai appris que j'étais quelqu'un d'extrêmement violent, que des moments j'avais du sang qui sortait des yeux pratiquement, que je la tapais, bon, il n'y a jamais eu un papier comme quoi disant que. Alors,
dis jamais eu, si, il y en a eu un, mais c'est un faux, parce que la maman de Camille, enfin, ses parents à elle, avaient un très très bon ami Toubib, qui leur a fait voilà, tous les papiers qu'ils voulaient, mais tout ça c'est basé sur du faux, et puis au tribunal ils ne voient pas si c'est un vrai ou un faux, hein. Voilà, ils ont un avis d'un Toubib, pour eux ils y croyaient, quoi. Et je me suis retrouvé hors de chez moi en apprenant après qu'elle avait fait les papiers en disant que je la tabassais, qu'elle m'avait foutu dehors et qu'elle touchait pour toucher l'allocation parents isolés. Et tout ça, je ne savais pas, moi, hein. Je l'ai su que quand il y a un moment où elle a dû peut-être avoir un contrôle qui arrivait ou comme ça, et puis comme moi j'étais toujours là et que j'étais au courant de rien, elle m'a fait dégager, quoi. Ça s'est très très mal passé. Ça s'est très très mal passé parce que ses parents m'ont menacé de ce que je ne voyais plus ma fille. Ben, je me suis raccroché au travail à l'époque. J'ai commencé dans la peinture, ça faisait un an que j'étais peintre à peu près. Et je me suis raccroché au travail. Heureusement que j'avais un bon travail avec des bons collègues, un patron, je ne vais pas dire un bon patron, mais un patron humain, avec un chef surtout, qui s'appelait Bernard Laporte, très 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 bon chef, hein, que je me rappellerai tout le temps, toute ma vie. Un chef vraiment humain, quoi, vraiment humain. Euh, Pas quelqu'un qui vous dit oui et puis qui en a rien à foutre, qui est dans ses pensées, non, non, quelqu'un qui est empathique avec votre situation. Moi, je l'ai vu être vraiment, vraiment mal par rapport à ma situation quand la maman de Camille est partie. Enfin, m'a chassé, c'est pas elle est partie, elle m'a chassé. Je l'ai vu vraiment mal et j'ai dit que voilà, il y a des gens qui ont du cœur et des gens comme ça, ces gens-là m'intéressent. Après, ceux qui font le rapport avec leur vie et qui vous disent ouais, mais que si, ça, ben, en fait, on voit qu'ils en ont rien à foutre. On le voit, c'est des égocentriques qui pensent qu'à leur tronche et ben, qui vous aident pas, quoi. Qui vous aident pas parce que vous avez besoin d'un support, d'un soutien, et puis mais ces gens-là ne vous aident pas, ils font juste vous dire qu'il faut faire avec. Alors c'est vrai, il faut faire avec. Mais des fois, voilà, heureusement que j'ai rencontré des gens qui avaient du cœur et qui ont fait en sorte que j'aille mieux, quoi. D'ailleurs, ça a marché, hein, enfin, pendant pas mal de temps, ça a marché. Après, voilà, au tribunal, je suis passé pour le diable. Même limite, ben, j'ai arrêté de. Enfin, la mère de ma fille m'avait dit, tant que tu seras présent, je te ferai chier. Elle a failli me faire passer pour pédophile. Enfin, elle a essayé, en me disant que j'emmenais ma fille, qui avait à l'époque 2 ans et demi par là, que je l'amenais chez des copains à moi, qu'on la mettait sur une table toute nue, qu'on la faisait danser, ça, devant le juge, devant mon. C'est vrai que là j'avais envie de lui sauter au cou et de la tuer parce que j'aime plus ma fille, j'aime plus mes enfants que elle n'aime sa fille. Mais ça, c'est. Ben ça, j'ai des preuves, non, mais d'en avoir vécu avec eux, j'ai des preuves, hein. Quand ma fille pleurait, que sa mère lui disait ta gueule, comment vous voulez que rester sans rien dire quand vous entendez ça? Et après, on faisait passer à moi pour le coupable, moi pour quelqu'un de méchant, alors qu'elle ne s'occupait pas de la petite, ou très peu. Elle a tout fait pour que je m'en aille et que je les laisse. Alors, je vais vous expliquer. Pendant 2 ans, je crois, ouais, pendant 2 ans, j'avais rendez-vous dans des points rencontres. Alors, comme Karim, hein, avait des gens dans un endroit où les gens, c'est que des gens, enfin que des gens. Il y en avait peut-être qui étaient comme moi dedans, hein, mais c'est des gens soi-disant violents, soi-disant mauvais, dangereux pour les enfants. Donc voilà, pendant 2 ans, j'ai vu ma fille comme ça, 4 heures tous les samedis. Au début, j'avais pas le droit de sortir du point rencontre. Donc je voyais ma fille au milieu de tous ces gens perturbés. Je voulais pas ça pour ma fille. Je voulais pas ça, qu'elle voit ça, qu'elle vous voit. Après, j'avais le droit à la sortir avec elle. Alors, j'avais toujours que 4 heures, hein. J'avais toujours 4 heures. Tant que j'habitais sur Bordeaux, bon, j'avais 4 heures ma fille tous les 15 jours, hein. J'avais pas mérité ça. J'avais pas mérité ça.
Et ensuite, je suis parti, suite à une agression, je me suis fait agresser dans le Mora à Bordeaux. Ah, j'ai pris des coups de couteau dans la figure, dans les mains, enfin, je me suis fait laminer, quoi. Et sur ce coup-là, j'ai eu peur de rester à Bordeaux parce que j'avais peur de recroiser le gars qui m'a fait ça. Je suis devenu agoraphobe pendant 4 ans, hein, quand même, hein. Pendant 4 ans, la seule truc qui me faisait sortir, c'était le travail. Je sortais de chez moi pour le travail, je rentrais de travail, je ne pouvais plus. Alors je sais pas pourquoi. Quand j'étais habillé en habit de travail, quand j'allais au travail en peintre, je ne vais pas dire que j'avais pas peur, mais j'arrivais à sortir. Du moment que je rentrais chez moi, je prenais ma douche, que je m'habillais en civil, et ben, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Ce qui a beaucoup porté de tort dans mon deuxième couple, parce que ma deuxième femme, la mère d'Émilie, ne comprenait pas trop ça. Elle a eu beaucoup de mal, je ne sais, je sais même pas si maintenant elle a compris ce que je ressentais ou pas. Euh, mais j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de mal. C'est un collègue à moi, Maki, qui m'a remis le pied à l'étrier pour sortir avec eux. Ils étaient tout un groupe d'une quinzaine, vingtaine de potes. Et en sortant avec eux régulièrement, j'ai réussi à vaincre cette phobie là, cette phobie d'avoir peur de croiser ce type n'importe où, hein. Même quand j'habitais à La Rochelle, j'avais peur de le croiser. Même quand je suis redescendu sur le Pays Basque, j'avais peur de le croiser. Dès que je vois quelqu'un qui lui ressemble, ça me faisait une traque, j'avais peur, mais voilà, on peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Donc caché à la maison, ben, j'avais moins peur, je m'occupais à la maison, je faisais du jardin, enfin du jardin. Je m'occupais de mon jardin derrière, j'avais pas de potager à l'époque, hein. J'avais un jardin de plaisance. Enfin, ça, je vous raconterai peut-être dans une autre histoire. Et voilà, ce qui a fait que je suis parti à La Rochelle. Et à La Rochelle, ben, c'était pareil, hein, tous les 15 jours, il fallait que je descende sur Bordeaux pour voir ma fille, 4 heures au point de rencontre. Ça a été très 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 dur. Surtout que vite fait, la maman de Camille ne l'emmenait plus. Donc je me tapais des voyages, j'allais chez les flics pour porter plainte non présentement. Mais elle a eu toujours, elle n'a jamais été inquiétée. Je ne vais pas dire qu'elle a eu gain de cause, mais elle n'a jamais été inquiétée pour tout ce qu'elle a fait, quoi. Euh, Après, je ne vais pas dire que j'ai abandonné ma fille, mais en quelque sorte, c'est ce que j'ai fait. Parce que chaque fois que j'allais la voir au point de rencontre, la petite, elle pleurait. Elle pleurait de me voir, elle avait peur de moi. Ben oui, ses parents, sa mère et ses grands-parents lui montaient la tête en lui disant que j'étais méchant. Alors il y avait tout le temps ce quart d'heure, 20 minutes, là, une demi-heure des fois, où la petite, elle ne voulait pas venir avec moi. Et vous savez que ça fait mal au cœur quand vous avez votre fille qui ne veut pas venir avec vous, alors, pardon. Alors qu'il y avait, alors qu'il y avait personne qui l'aimait autant que moi. J'ai toujours du mal à parler d'eux. Mais voyant qu'à chaque fois elle était triste, je vais couper aujourd'hui. Ça cogne un peu. Ouais, j'en ai sous la mezzanine, là ça cogne un peu. Vous voyez, ouais, alors je voulais vous dire, voyant que la petite à chaque fois elle avait peur, qu'elle pleurait, et sa mère qui me disait tant que tu seras là, ça sera comme ça, quoi. Et je me suis dit, je vais les laisser toutes les deux, en espérant qu'elle s'occupe bien de ma fille. Je savais qu'elle s'en occupait pas, enfin elle s'en occupait, mais loin de s'en occuper comme moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et si, je sais pas, s'il y avait vraiment eu une justice, ça ne se serait pas passé comme ça. Tel en est que pendant 16 ans, j'ai pas vu ma fille.
de l'âge de ses 4 ans jusqu'à 20 ans, jusqu'à ce qu'elle ait 20 ans. Et pourtant, je me suis dit qu'à 12 ans, peut-être elle m'appellerait, qu'elle viendrait. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. On disait que peut-être qu'elle viendrait, qu'un jour, et puis tous les jours j'y pensais. Tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'y ai pas pensé. Et puis un jour, il y a de ça, bientôt 4 ans, ma, ma deuxième, Émilie, elle a, elle a réussi à prendre contact avec sa sœur, avec sa grande sœur. Et elle a tout fait pour qu'on se rencontre, qu'on se connaisse. Et elle lui a dit que, voilà, que son papa n'était pas évident. Je pensais que ça serait plus facile d'en reparler, mais Émilie a réussi à la convaincre, à lui dire que j'étais pas si méchant que ça. Et du coup, après quelques mois d'échange entre elles, moi je ne savais pas là, au début. Émilie, elle m'a dit que Camille voulait me parler. J'étais étonné parce que je ne savais pas du tout. Et vite fait, voilà, on a pris contact, hein, et puis quelques mois après, elle est venue ici à Saint-Pé pour me voir et pour qu'on crève de l'abcès, quoi. Parce qu'elle, elle avait eu toujours qu'un son de cloche, hein. À 4 ans, elle ne se rappelait pas, elle se rappelait vaguement de moi, mais très très peu, quoi. Et, et quand elle est arrivée, ben moi aussi, hein, j'avais pas de nouvelles d'elle, je savais même pas à quoi ressemblait ma fille. Dernière photo que j'avais, elle devait avoir peut-être 8 ans. Dernière fois que je l'avais vue en photo, 8 ans, et puis ben, j'avais réussi à trouver quelques photos sur... c'était... Je sais pas si c'était copain d'avant. Non, Badou. Sur Badou. J'avais réussi à trouver des photos de ma fille sur Badou, qui était plus ou moins, voilà, qui avait 16, 17 ans, 18 ans. Et je trouvais un peu la ressemblance. Mais quand elle est arrivée là et qu'elle est sortie de la voiture, que je l'ai vue, elle a ma tête. C'est c'est ma tête, c'est ma tête toute crachée, quoi. Mon implantation de cheveux, bon, elle est un peu plus costaud, hein. Ma fille, elle se porte bien, c'est un bon gabarit. Enfin, elle tient ça du côté à sa, à sa mère. Sa mère, ils sont plus ou moins tous bien costauds. Et voilà, on s'est serré, on était content de se voir. Ben, elle avait peur, hein, parce qu'avec tout ce qu'elle a entendu, son père c'était le diable, hein, donc elle avait peur de moi. Et le fait qu'elle ait parlé quelque temps avec Émilie, et Émilie qui me connaît bien quand même, hein, pour qui j'ai fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Émilie, j'ai tout le temps été présent, hein. Elle vous le dira, hein, si un jour elle paraît sur une vidéo. Ah, c'est dur de parler de tout ça. Je pensais que ça allait être plus simple, hein, parce que ben, tout ça c'est quand même un peu vieux, hein, c'est pas récent, c'est pas tout. Et du coup, ben voilà, ma fille, je lui ai donné un peu ma version de l'histoire, quoi. Ma version de l'histoire, et puis elle m'a raconté son enfance. Et là, encore une fois, alors je vais vous dire un truc, hein, c'est que le jour où sa mère m'a quitté, j'ai eu une forte envie de tuer tout le monde. Elle en premier, ses parents, pas ma fille, hein, mais tout ce qui se mêlait de me dire, qui me jugeait du mauvais côté, j'ai eu envie de tuer tout le monde, hein. Et le jour où ma fille m'a raconté son enfance, j'ai eu cette envie qui est revenue. Parce que m'enlever ma fille, hein,
m'empêcher de voir ma fille pour l'élever et lui faire subir sa ressemblance avec moi, son soi-disant mauvais caractère. Parce que moi, j'ai pas mauvais caractère du tout. J'ai pas du tout mauvais caractère. Bon, je peux faire la gueule, ça, je fais la gueule, j'aime pas gueuler. Je peux faire la gueule si je suis vexé, je me contrarie assez vite, c'est vrai. Je me vexe assez vite. Mais avec la vie que j'ai eue, il faut comprendre que j'ai pas eu souvent la bonne part du gâteau. Et j'ai même pas vu souvent, je l'ai même pas souvent vu la bonne part du gâteau. Parce que des fois, il y en a, ils la voient, ils n'ont pas le droit, mais moi, je l'ai pas souvent vu non plus. Et, et ma fille a été élevée un peu dans ce milieu-là, quoi. Elle a été élevée comme ça, avec tu ressembles trop à ton père, tu as le même caractère que ton père, que des réflexions, quoi. Quand j'ai su ça, ça m'a fendu le cœur, parce que je pensais l'avoir laissée en me disant que comme j'y étais plus, elle aurait pris soin de ma fille, ce qui n'en a pas été le cas. Et on lui a laissé la garde à elle. On lui a laissé la garde à elle. La justice, c'est... Pour moi, la justice, c'est une grosse pute. Elle vient avec toi que si tu la payes. C'est tout. Ben aujourd'hui, les traces que les 16 ans d'absence ont laissé que ont fait que moi je suis moitié détruit. Je suis beaucoup moins, pas dire costaud, carrure, hein. Costaud, j'ai jamais été costaud, mais mentalement j'étais costaud avant. Avant j'étais costaud mentalement et on m'a détruit, on m'a. Il n'y a pas besoin de m'envoyer des ondes dans la gueule à moi, hein. Voilà, on m'a détruit. La vie a fait que. Après, j'ai fait quelques conneries pour essayer de. Ça, c'était avant, j'ai fait quelques conneries. Et du moment que j'ai eu des enfants, je suis resté dans le droit chemin. J'ai essayé de rester dans le droit chemin. Je vais rester là pour aujourd'hui. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Et puis je ferai une suite. Je ferai une suite pour expliquer ce qu'a été ma vie, quoi. Je vais le faire en plusieurs fois parce que en une fois, ça va être la vidéo va être super longue. L'autre fois, j'ai fait une vidéo de 2 heures. Ça a mis 50 heures pour la mettre sur YouTube. Donc, je vais la faire en plusieurs étapes. Si ma fille Camille elle voit cette vidéo, lui dire qu'elle me manque tous les jours. Émilie, je sais qu'elle va la voir. Elle me manque tous les jours aussi. Je n'ai pas mérité ça. Je n'ai pas mérité cette vie. Alors on va me dire oui, il faut te battre, il faut te battre. Mais à chaque fois que je me suis battu, on m'a mis des bâtons dans la roue. Chaque fois que je me suis battu, que je me suis relevé, il y a toujours eu quelqu'un pour me défoncer, quoi. Ou la vie qui s'en charge en me pétant le dos, en me pétant le genou, en me cassant ma voiture, ou des gens de mon entourage qui me font des saloperies dans le dos, quoi. Alors j'ai fait beaucoup de tri dans ma vie, j'ai fait beaucoup de tri, tellement que ben, maintenant je vis seul. J'ai quelques amis, hein, quelques amis sur qui je peux compter. Ils habitent plus ou moins loin, certains. Après, j'ai des faux amis, hein, comme tout le monde, hein, des amis qu'on croit être des amis, mais qui sont là juste parce que vous leur apportez quelque chose. Ou parce qu'ils risquent d'avoir besoin de vous un jour, et du coup, voilà, on est copains, on reste copains. Mais j'ai eu tellement de coups durs dans ma vie que maintenant je sais reconnaître les vrais amis. Et je peux vous dire que j'en ai pas beaucoup. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai de plus en plus de mal avec l'être humain. Avec l'être humain qui croit tout savoir, qui croit tout connaître, qui croit, même à 15 ans, 16 ans, déjà ils savent tout, connaissent tout. Nous on est de la merde, on a du vécu, mais
on est de la merde, on connaît rien, on sait rien. J'ai du mal avec tous ces gens-là. À des gens qui vous font la morale alors qu'ils ont une vie en or pour vous apprendre, pour vous dire mais t'as qu'à trouver un bon travail, t'as qu'à ci, t'as qu'à là. Ceux qui ont eu 20 ans dans les années 70, fermez vos gueules. 15-20 ans dans les années 70, fermez vos gueules. Parce que vous avez eu tout pour vous. Vous avez eu tout pour vous. Vous avez tout pourri. Toute la planète, c'est à cause de vous qu'on en est là. L'individualisme, le rapport de fric, tout ça, c'est à cause de vous qu'on en est là. Je ne dis pas l'oligarchie était là avant, hein, mais vous, les gens qui ont 70 ans maintenant, encore cet été, là, je me suis fait casser ma voiture par un camping-car qui m'est rentré dedans. Le mec, il est parti comme un voleur. Il est parti, 72 ans, hein, il est parti. Hop, heureusement qu'il y a eu des témoins, des gens là, qui habitent autour de chez moi, qui m'ont dit c'est un camping-car, on a relevé la plaque, et j'ai été chez les flics, chez les gendarmes. Les gendarmes ont dit oh non mais on ne peut rien faire, on va appeler le gars. On va appeler le gars et puis on va voir ce qu'on peut faire. Ils appellent le gars il habite dans le 78. Il a cartonné ma voiture là au début juin, enfin mi-juin, le 9 juin ou 19 juin, je ne sais plus, dans le mois de juin. Qui me dit que le gars il n'est pas parti pour 3 mois ou 4 mois au Maroc, en Espagne, c'est un retraité quoi. Et les flics me disent, oh non, mais on peut rien faire. J'ai dit, je vais rester comme ça, moi, avec ma voiture cassée, mon feu cassé, ma voiture tout abîmée, alors que ma voiture était neuve, peinture neuve de 2 ans, elle était nickel. Elle est nickel, ma voiture. Hein. Il me dit, ouais, on peut rien faire. Je dis, mais c'est quoi ce monde de merde, quoi? C'est quoi ce monde de merde? Là, moi, je reste comme ça, alors le gars, alors je me suis dit, je vais aller voir mon assurance. J'ai jamais fait un constat de ma vie, j'ai pris mon constat que j'ai dans mes papiers d'assurance, j'ai été voir mon assurance et avec la dame de mon assurance, quoi, on a fait le papier. Elle m'a dit non, non, mais non, on va faire quelque chose, on va essayer déjà de retrouver le gars, on va lui demander s'il a eu un accrochage et tout ça. Alors ça a pris un mois. Au bout d'un mois, mon assurance m'a appelé, elle m'a dit oui, oui, ça y est, on a eu le gars au téléphone, bon, il a bien reconnu. Alors il a reconnu, il faut voir comment il a reconnu. Mais elle me dit c'est pas grave, du moment qu'il reconnaît, qu'il a dit qu'il avait accroché. Parce que le gars, pour lui, il a à peine touché ma voiture. Il y avait une rayure, mais qui devait déjà y être. Ma voiture était une vieille voiture. Je vous dis pas que quand j'ai entendu ça, comment j'étais, mais l'assurance, elle m'a dit, c'est pas grave, on s'en fout, du moment qu'il reconnaît, on répare. Du coup, ils m'ont réparé la voiture. Il y en a eu pour 800 euros quand même. 800 euros que j'aurais pas pu mettre, hein, parce que je vous dis, je suis dans la merde jusqu'au cou. Je dois des loyers, j'ai fait une reconnaissance de dette, comme j'attends un petit héritage, donc j'ai fait une reconnaissance de dette voilà, pour qu'ils me foutent la paix. Comme mon héritage va être bien plus gros que ma dette, donc ça devrait aller. Je dois aux impôts, ça fait des années que je ne paye pas d'impôts, bien que j'ai pas envie. Alors ça je le dis, mais je ne comptais pas le dire hein, non plus. Hein, parce que en disant ça, je me dis que s'il y a quelqu'un qui le voit, ils vont venir me casser les couilles et j'ai pas envie de me retrouver dehors avec mes 4 chats et puis je sais pas trop où aller. En fait, je trouverai une solution. Je me dis qu'en même temps, je le fais et puis si jamais on me fout dehors, je trouverai une solution. Je trouverai à squatter dans un bois, dans un parc, dans un parc, dans un champ, trouver un paysan qui me laisse un bout de champ ou je trouverai. Hein. Mais bon, pour le moment. Ça me ferait chier de me faire chasser avec mes 4 minous et me retrouver sans un rond à la rue. Quoi. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont dans ce cas-là. Quoi. Alors ça va, mon proprio, malgré qu'il n'est pas très généreux, parce que je lui ai fait des bricoles, hein, mon proprio, hein, comme je suis peintre, je lui ai repeint des maisons, je lui ai repeint des trucs. Putain, chaque fois c'est au lance-pierre, c'est au lance-pierre. Et en plus il me dit je suis cher. Je lui ai peint sa maison il y a quelques années de ça. Il y avait 200 mètres carrés de murs, toutes les boiseries, les avant-toits, les dalles, les gouttières, tout ça. C'est un boulot normalement qui était on a une entreprise aurait facturé à peu près entre 6 et 7 000 euros. Moi je lui ai pris 1750 euros. Et le premier truc m'a dit, ah vous êtes cher. 1750 euros pour peindre une maison. Et il m'a dit que j'étais cher. Je travaille 11 heures par jour.
tous les jours pendant 5 jours. J'ai mis 55 heures, 11 heures par jour pour la peindre. Il m'a dit que j'étais cher. Alors voilà, un gars de 75, 77 ans, des gens qui ont eu l'argent qui est tombé à flot pour eux, mais qui ne veulent pas redistribuer à flot, qui pour eux c'est à eux quoi. Alors c'est vrai qu'ils l'ont gagné, hein, mais avec tellement de facilité. En 1970, c'était pas 2018 ou 2010, c'était pas maintenant. Hein. Maintenant, on peut gagner de l'argent, mais l'État nous prend tout. Nous prend tout. Avant 73, je crois, avant le crack boursier qu'il y a eu en 73, le matériel était donné. Une maison, ça coûtait à l'époque 6 millions, 60 000 francs à l'époque, c'était le prix d'une maison. Une maison que vous faisiez construire. Hein. Parce que mon père, en 75 ou 76, il a acheté une maison. Alors il y a eu le crack à l'époque, car les prix des matériaux ont triplé. Mon père, sa première maison, il a payé 18 millions. Qu'il a revendu 15 ans après, 100 millions. Donc quand on vient nous dire faut se bouger, faut ci, faut là, alors c'est vrai, il faut se bouger, parce que si on ne se bouge pas, on finit à la rue. On finit à la rue. Ou on finit comme une merde. Il faut se bouger, mais arrêtez de comparer vos années et nos années. À l'époque, vous aviez facilité à vous sortir de la merde et à faire beaucoup de fric. D'ailleurs, on le voit, hein, ceux qui ont 70 ans, et il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup, par contre, qui ont leur maison. Il n'y en a pas beaucoup qui sont rien, quoi. Ceux qui sont rien, c'est que ou ils se sont fait dépouiller par leur banque, ou ils ont fait des mauvais placements, ou ils ont fait... il y avait peut-être quelques feignants ou quelques gens qui n'étaient pas très dégourdis, mais la plupart des gens de cet âge-là ont des biens. Et pas des fois pas qu'une maison. Il y en a, ils ont un cheptel, un truc de fou. Quoi. Arrêtez de comparer, arrêtez de dire que à votre époque, on travaillait à 16 ans, on travaillait à 13 ans. J'aurais bien travaillé à 13 ans, moi. J'aurais bien travaillé à 13 ans. Mais à 13 ans, quand j'avais 13 ans, il n'y a personne qui vous embauchait. On vous donnait des petits trucs à faire comme ça pour 2-3 francs. C'était pas ça qui vous motivait. Hein. Ces gens-là avaient déjà de l'argent, mais ils avaient comment dire, un ton de patron. Ils se prenaient pour des patrons parce qu'ils vous faisaient tondre leur pelouse, mais ils ne vous donnaient pas ce que eux gagnaient à l'époque, hein, ou l'équivalent qu'ils ont gagné dans leur premier travail. Hein. Non, ils vous donnaient de façon à vous dire qu'ils vous ont donné, mais pas de façon à ce que vous sortiez ou que vous arriviez à vous sortir de la merde. Hein. Ça a été loin de là. Hein. Même mon père, il m'a fait travailler au black pendant plusieurs mois. Il me payait moins que le SMIC à l'époque. Hein. Il me donnait 4 000 francs par mois alors que le SMIC était à 4 500 francs par mois. Hein. Et ça aussi, je lui en ai voulu. Hein. Je lui en ai voulu. Hein. Après, avec mon père, je vous raconterai. Hein. Mon père, je vous raconterai dans une autre vidéo. J'ai pas de lien avec, j'ai vraiment pas eu de bon lien avec lui. Mais je vous raconterai dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, on va en rester là. Je vous raconterai la suite une autre fois. À bientôt. Ciao.